Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Salut les amis, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bande de Food, dans un lieu magique. Et aujourd'hui, on est bien servi, puisqu'on est chez toi, Patrick, dans la ferme du Champ Secret. C'est ça. La ferme, on dit la ferme de Champ Secret ou la ferme du Champ Secret? Parce qu'en fait, Parce qu'on est à Champ Secret. on a protégé le nom et c'est le camembert Le Champ Secret. Donc, en Alors fait, voilà, on va parler d'un produit fabuleux à pâte molle et à croûte fleurie. Pas n'importe quel camembert, on va en parler dans une minute. On est avec Jérôme Forget. Salut Jérôme. Bonjour. Jérôme, c'est le roi de la pomme et de la poire. Alors, on connaît bien la pomme et le cidre en Normandie, mais Disons que je fais partie de producteurs qui font du poiré là, dans l'appellation poiré d'Onflon. Donc il y a une quinzaine de producteurs dans le coin là, qui font essentiellement des poirés avec des cidres, mais aussi des jus de poire. on continue notre petit tour de table avec Franck Quinton. Salut Franck. Salut. Toi, tu es non seulement un super chef, mais en plus, tu as la chance d'être étoilé. C'est vrai. On t'appelle le chef de la forêt, le cuisinier de la forêt. Pourquoi pas? On va en parler parce que tu n'es pas très loin, tu es en lisière et en même temps au bord d'un lac. Ouais. Et on va parler de ton restaurant, de ton hôtel, de ta cave, de ton épicerie. Un petit peu le bar coiffeur de Bagnoles de l'Orne. Avec grand plaisir. On est avec Victor Coutard, journaliste. Alors, multiplume, parce que tu es le rédacteur en chef adjoint du magazine. Regain. C'est quoi Regain? Regain, c'est un journal de campagne qui sort tous les 3 mois en début de chaque saison et qui essaye de témoigner du renouveau, de ce qui se passe en fait en campagne, dans le monde rural aujourd'hui, que ce soit dans la gastronomie, chez les éleveurs, les producteurs, mais ça peut être aussi avec des scientifiques, des anthropologues. Et c'est un super magazine que je vous encourage tous à lire. Et puis comme on est en Normandie, on a fait débarquer une américaine. Bonjour. Orly Zetoun, salut. Hello. Avec un talent qui claque, comme le nom de son restaurant qui s'appelle... C'est une petite comptoir street food. Je fais beaucoup de plats, des sandwichs qui sont des plats entre 2 tranches de pain. Aussi beaucoup de pâtisserie, un peu style américaine. J'ai une gâteau au chocolat double étage qui est la taille de ma tête à peu près. Bon, tout le monde connaît le camembert président, alors toi tu es le président du camembert, c'est beaucoup mieux. J'ai été le président du camembert pendant une petite vingtaine d'années. Ah oui. Ouais. J'ai transmis là. Je suis content d'avoir. Voilà, C'était quoi, le syndicat des producteurs de camembert, c'était quoi? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai présidé en séance Lactalis et les autres. Mais voilà, donc j'ai fait ça avec beaucoup d'énergie et je pense qu'ils en avaient un petit peu marre de mon énergie. Donc voilà, j'ai transmis et puis je suis content d'avoir retrouvé mon rythme de paysan. Toi tu as beaucoup d'humilité, donc nous on peut dire que tu fais le meilleur camembert du monde parce qu'il est à la fois fermier, tu vas nous expliquer ça, AOP et bio. Et oui, et STG Quasiment lait le seul au monde. ouais, et STG lait de foin, c'est-à-dire que ça garantit qu'il n'y ait pas d'ensilage. Donc ce qu'on a voulu faire, en fait, on a voulu faire le plus vrai possible. Au contraire de la recette qui s'est industrialisée sans arrêt, en fait, on est revenu le plus loin possible. Alors, pas la traite à la main, voilà, juste après la traite à la main, mais c'est les vaches normandes qui mangent de l'herbe, du foin, en bio, aucun produit chimique, ni sur la ferme, ni sur la fromagerie, et puis du lait non réfrigéré. Et en fait, en appliquant la recette du camembert de Normandie, donc Moi, ça fait un truc hors du temps, normalement. J'ai une question basique, comment on fait le camembert? Alors, on le fait avec une recette impossible. Parce qu'en fait, le vrai camembert, il est mi-lactique, mi-présure. Donc, il fallait bien être normand pour inventer une bêtise pareille. Parce que, normalement, on choisit la méthode pour faire du fromage. Le Mais fromage, alors, donc on prend du lait, oui, on prend du lait, des on vaches laisse que tu traites. un peu maturer, mais pas trop. Ouais. Et on l'écrème un peu, mais pas trop. Et puis après, on met une demi-dose de présure. Et c'est là que ça commence à être grave parce que la C'est quoi, demi-dose la de présure? La présure, c'est l'enzyme de digestion du veau. C'est une des méthodes pour faire du fromage, une des 2 méthodes pour faire du fromage. Le truc, c'est qu'on n'en met que la moitié. Et donc, le reste sera fait avec l'autre façon de faire le fromage, c'est-à-dire le caractère lactique. Mais il n'y aura qu'un demi-côté lactique en même temps. Donc, en fait, c'est cette dualité qui fait cette singularité du goût, mais en même temps, la difficulté de le faire. Franck, t'achètes du camembert Bah Chez écoute, Patrick. on a déjà une histoire commune hyper importante, hein. C'est vrai que moi j'ai suivi le tout départ du camembert de Patrick et forcément aujourd'hui j'ai avec grande fierté que je le mais sur mon plateau, oui. Ah, Ça fait tout juste 10 ans
qu'on a commencé. Ouais. Voilà, Tu as combien de vaches? 110 aujourd'hui. Et tu fais combien de camemberts par jour? 900. 900. Ouais. Tu peux faire plus ou pas? Ou En c'est fait, le maximum que tu as atteint? On pourrait toujours faire plus. Les cahiers des charges, si on les appliquait stricto sensu, on peut avoir 2 fois plus de vaches. Donc voilà, donc on pourrait faire le double. C'est pas du tout notre préoccupation. Comment on peut faire oui, le maximum de ce que la nature nous donne, c'est-à-dire avec la ferme qu'on a, avec les conditions optimum, du coup, pour la qualité. Qu'est-ce qui fait la qualité du produit? La qualité d'un champ, c'est le camembert du champ secret, parce que le secret vient du champ. Qu'est-ce qui fait que le champ est bon? Eh bien, en fait, c'est qu'il y ait une certaine quantité d'animaux dessus. Si on ne met pas assez de vaches dans un champ, l'herbe n'est pas bonne. Si on en met trop, l'herbe est plus bonne. Donc en fait, il faut s'arranger pour qu'il y ait suffisamment de pâturage. Et là, on peut s'inspirer pour une norme, on peut s'inspirer de ce qui se passe en Franche-Comté. Je vais sûrement en revenir, mais en fait, ils appliquent et ils écrivent des choses de bon sens. Aujourd'hui, le cahier des charges du comté prévoit maximum 2 vaches sur les surfaces de pâturage. Et bien, c'est ce que je fais. Et à chaque fois que je suis autour des 2 vaches, et si je dépasse, je suis moins bien. Et si je suis en dessous, je suis moins bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a une surface qui correspond à la bonne exploitation de la prairie. Un camembert fermier, c'est un camembert qui est fait à la ferme? Pas seulement, parce qu'il peut être fait à la ferme avec du lait qui vient d'ailleurs. Donc on oblige le fait que ce soit du lait produit sur la ferme et transformé sur place. Voilà. Donc ça c'est très précis. Et si j'achète de A à Z. Si j'achète 1 litre de lait, c'est plus fermier. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait qu'un camembert est bio? C'est le fait de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Alors tout est chimique, hein, mais des produits chimiques, par exemple les engrais, par exemple les produits phytosanitaires, tout ça est complètement interdit sur la ferme. Et puis sur la fromagerie, bien sûr, on a des contraintes qui sont par exemple le sel. Le sel ne doit pas avoir d'antimotant. Si bien que le sel... C'est quoi l'antimotant? Parce que alors là, tu m'as perdu c'est-à-dire un le petit peu. sel, il s'agglomère. Les seaux de sel qui arrivent ici, ils sont en bloc. Et l'astuce, c'est comment on met 1,33 g par face de fromage avec du sel qui est aggloméré. En fait, Parce que le sel, il apporte autre chose que le goût sur le camembert? Le sel est indispensable pour que la fleur blanche pousse. La fleur blanche, c'est le pénicillium du camembert. Ce fameux petit velours là qu'on voit voilà, sur le... c'est ça. C'est ça. C'est ce qui protège le fromage. C'est ce qui le rend unique. Voilà, quand on dit une pâte molle à croûte fleurie, voilà, on pense au camembert tout de suite. C'est ce pénicillium qui a besoin d'un petit peu de sel. Alors très peu, les consommateurs d'aujourd'hui ne veulent pas beaucoup de sel. C'est la difficulté. Donc on est en bio, pas d'antimotant, c'est-à-dire le sel est aggloméré. Qu'est-ce qui fait qu'il est AOP? Donc appellation d'origine protégée. Si on résume 4 arguments indissociables, les vaches normandes, le pâturage, ça c'est pour la ferme, le lait cru et le moulage à la louche. Voilà, c'est indissociable, les 4 arguments. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a 63 pages de plan de contrôle. Donc évidemment, il n'y a pas que ces 4 points-là, mais ils sont vraiment très importants. Victor, tu connaissais la ferme de Champ Secret? Oui, je connais, je suis un grand amateur. Tu avais déjà goûté? Oui, en fait, j'ai découvert à Rouen, dans une épicerie rue de Haut-de-Rebecque, on en parlait tout à l'heure, où c'était le seul camembert vendu avec des grands écriteaux qui disaient que c'était le meilleur camembert. On est bien d'accord. Et je suis bien d'accord. C'est le plus vrai possible. Voilà, c'est ce qui résume tout. Ce que je trouve incroyable avec son camembert, c'est à quel point il évolue. Quand il est fait ou quand il n'est pas fait, à quel point sa palette de goût change. Il y a cette espèce d'évolution du goût qui fait qu'à chaque fois qu'on y retourne, on goûte quelque chose d'un petit peu nouveau. Ce qui est vraiment différent sur son camembert, c'est cet aspect végétal et sans aucune acidité. Parce qu'il a pas tout raconté, en fait, après, dans l'AOP, dans l'AOP, bien sûr, il y a toutes les termes que tu viens de dire, mais il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin dans l'alimentation. Toi, tu le préfères bien fait ou bien ferme? Ah, moi, je le préfère exactement comme tu viens de dire, comme Victor vient de le dire, c'est-à-dire que je l'aime bien à chaque phase, et il a des phases différentes dans sa vie. Il a la phase du départ qui est intéressante parce que très florale, et après, quand il va commencer à s'affiner, il va être possible de mélanger, et en fait j'ai envie de dire c'est presque un autre fromage parce que c'est un produit hyper vivant quoi. Jérôme, toi tu es sur une variété de pommes et surtout de poires qui est particulièrement exceptionnelle. C'est quoi comme variété? Donc en fait effectivement
Je suis dans la même démarche que Patrick avec ses fromages, mais du coup dans le Poiret. Parce qu'effectivement, dans le Domfrontais, on est dans une zone d'appellation Poiret-Domfront. Donc qui regroupe une quinzaine de producteurs. Et il y a cette fameuse variété qui a permis d'identifier cette zone, c'est la variété Plan de Blanc. Alors, elle fait partie donc de l'emblème, on va dire, de la poire locale. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi une quarantaine de variétés endémiques qui sont également présentes. Alors, le Poiret, c'est le cidre de la poire. Alors, c'est vrai que quand j'ai démarré il y a 25 ans, on l'expliquait comme ça. On nous demandait, c'est quoi le Poiret ? On disait communément, c'est le cidre de poire. Maintenant, je pense qu'il commence à y avoir une connaissance autour du Poiret. Hein. Parce que le Poiret, du coup... je connaissais pas, j'ai appris que ça existait depuis le 4e siècle. Ouais. Ben, oui, exactement. C'était la boisson du roi. Hein. C'était... Il y a des écrits qui relatent de cette boisson fermentée au Moyen-Âge. Et du coup, alors, elle est restée longtemps dans l'oubli. Et dans les années 90, il y a un groupe de producteurs qui a démarré une démarche d'appellation. Et c'est ce qui a permis justement de redonner un nom, de redonner toute sa noblesse à ce produit qui tombait dans l'oubli, quoi. Le Poiret, ça se boit à quel moment ? Alors pareil, ça, il y a eu une grosse évolution. Au début, c'était toujours à l'apéritif. Hein, c'était communément le champagne normand. Maintenant, ce que je vous ai amené, moi, qu'on va pouvoir déguster, on peut effectivement toujours le mettre sur l'apéritif, comme la méthode ancestrale Chant du Poirier que je vous ai amené, c'est un 2019 qui est assez sec. C'est la démo. Hein. Voilà. Après, on pourra... Toi, tu fais la démo, moi je vais faire la dégustation. On pourra bien associer aussi le Domfront 19 que j'ai amené aussi sur des fruits de mer, par exemple. 19 parce qu'il date de 2019. Ah. De 2019, okay. Pardon. Ouais. Et le Domfront, donc l'étiquette bleue qui est ici, pourra très bien s'accorder sur des fromages. Alors, peut-être pas forcément sur le camembert en fromage normand, parce que peut-être qu'il y aurait des associations avec le cidre qui seraient sûrement plus harmonieuses. Mais avec un Neuchâtel, par exemple, je trouve que le côté salé du fromage et l'acidité qu'on peut retrouver dans le Poiret, je trouve que ça matche pas mal, quoi. Et alors moi j'ai une question très simple. Quand on cueille les fruits, on les cueille ou on les ramasse ? Alors justement, quand on est au pied d'un poirier, parce que ça j'ai vu déjà pas mal de gens passer à la maison, c'est toujours le truc, c'est ça un poirier, ça fait 10 à 15 mètres de haut pour les plus grands. Donc pour les cueillir, c'est mort. Donc c'est chute naturelle du fruit. Tout est dans des prairies enherbées, pâturées par des vaches, qu'on enlève au mois d'août, bien évidemment, avant la chute des fruits. Et donc, chute naturelle du fruit, ramassage. Donc, chez moi, c'est manuel, chez d'autres, c'est mécanique. Mais enfin, voilà. Mais d'ailleurs, en fait, c'est pas toi qui t'occupes de tes vergers, c'est tes vaches. Alors, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment un bon boulot. Comment elles font les vaches là pour s'occuper des vergers ? Lesquelles on va ouvrir d'abord du coup parce Alors, on me fait des signes. Je vais commencer par le Chant du Poirier. Le Chant du Poirier. Passe-moi la bouteille parce que c'est assez technique. Donc en fait, ça c'est une particularité locale aussi. C'est justement cette notion de pré-verger. Le pré-verger, donc ça c'est vieux comme le monde. Ça a été oublié dans pas mal d'endroits en France, hein, parce qu'on s'est pas mal spécialisé dans plein de choses. D'ailleurs, on voit maintenant que dans le milieu du vin, on commence à remettre des animaux dans la vigne pour entretenir, pour amener la fertilisation. Et en fait, nous, on travaille comme ça depuis tout le temps. C'est-à-dire que ce sont les vaches qui pâturent avec les déjections qui mettent donc les engrais naturels dans le champ. Et en fait, ce sont des arbres hautes tiges, donc des fois avec des troncs un peu creux, tout ça. Donc il y a des oiseaux, il y a des insectes. Et du coup, tout fonctionne bien tout seul. Et il y a des mises à fruits quasiment tous les ans, à part des coups de gel. Mais sinon, voilà, ça vient naturellement. Ils essaient d'inventer un truc qui existait déjà. Ça s'appelle l'agroforesterie. Voilà. Et c'est un terme très pédant aujourd'hui pour dire voilà, il faut que l'agriculture demain ait des arbres dans ses champs. Et en fait, ça existait déjà avant. Ça régénère les champs. Le pré-verger. Voilà. C'est simplement les vaches qui sont avec les arbres dans les champs. Et il n'y avait pas plus productif que ça. Tu fais combien de bouteilles par an ? Alors les bonnes années, on monte à 40 000 quoi. Toi, Franck, tu mets du Poiret à la carte ?
Oh, j'en mets partout, j'en mets dans ma cuisine, j'en mets à la carte, voilà. J'en vois matin, midi, soir, petit matin, déjeuner. midi et soir. Puis en plus le poiré, voilà, comme on l'a dit, hein, on est ici dans le Domfronté, et dans le Domfronté, c'est le poiré, c'est au-dessus du cidre. Donc autour de la ville de Domfront dans l'Orne. Voilà. Ouais. Mais non, je le fais beaucoup en cuisine. J'aime beaucoup les cuissons de produits complètement nature. Je sais pas, par exemple, un jarret de veau cuit exclusivement que dans le poiré, sans rien d'autre, pas de légumes, pas d'herbes, pas rien du tout. Tu en mets un petit peu dans ta besace quand tu pars en forêt cueillir les champignons? Je prendrais plutôt une petite fiole de calvados, parce que le poiré, j'ai peur que toute l'après-midi dans ma besace ce soit un peu comme un problème de le déboucher après. T'en fais aussi du calvados? Oui, Domfronté. Ah, très bien. Donc ça c'est aussi, ça fait partie de la deuxième appellation dans le Domfronté, hein, qui est également, c'est la grande question. Ah, on fait du calvados avec de la poire. Et effectivement, dans ce cahier des charges, il y a il faut 30% minimum de distillation de poirée pour la réalisation du calvados, mais vous pouvez également faire des 100% poire. Ah, c'est marrant. T'en as déjà parlé dans Regain? On a fait un sujet, oui, grâce à un journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu Monsieur Cidre. Et moi, je voulais revenir aussi sur le fait à quel point c'est bon avec des fruits de mer et des poissons. Le poiré qui a cette acidité, cette droiture, là. Moi, je trouve ça et en plus, avec la cuisine, entre guillemets, normande, la crème également, ça marche très bien. Un beau poisson à la crème. Qu'est-ce qu'on a à la carte chez toi aujourd'hui, Franck? Tout de suite, les poissons, donc je fais un lieu jaune. Je fais un lieu jaune que je traite avec de l'ail des ours, des petites pommes de terre nouvelles. Bien sûr, je fais de la morille, morillon. Donc c'est toi qui ramasses les champignons? Ouais, j'aimerais bien que ce soit moi qui ramasse les champignons tous, mais j'en ramasse, oui. Tu connais toutes les sortes de champignons, les vénéneux, les... Jamais on connaîtra tous les champignons, il y en a tellement. tellement. T'as pas de t'empoisonner, moi j'ai toujours la trouille de toucher les champignons. Ouais, mais c'est bien, faut avoir peur, parce qu'il faut vraiment les connaître, Après, il y a un tas de moyens pour les apprendre. Nous, on fait des week-ends où il y a des mycologues, c'est même pas moi qui le fais, hein, c'est vraiment des mycologues qui vont amener les clients dans la forêt et qui vont leur faire... Donc les mycologues, c'est des... c'est les mycologues, c'est la science du champignon. Moi, je suis plutôt un mycophage. D'accord. C'est très bien. Et d'ailleurs, tu en mets dans tes sorbets? Ouais, je fais des... Voilà, j'ai un... Tu faisais des glaces à la girole. Ouais, plutôt trompette de la mort. Plutôt trompette de la mort. Ouais, plutôt trompette de la mort. Okay. Ça amène un goût hyper terreux, et en fait, ça me dégraisse. C'est un macaron que je sers avec une crème tendre, avec différentes variétés de champignons. Et le sorbet trompette le désucre un petit peu, ouais. Alors vous produisez tous des bons produits. Toi, tu produis, Victor, du contenu? En fait, moi, j'ai toujours écrit vers... il y a longtemps maintenant, il y a 10-15 ans, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire grand chose avec mes mains. J'avais appris à cueillir des champignons, tradition familiale, etc. Ouais. Je suis parti travailler un peu dans des fermes pour me former et savoir un peu de quoi je parlais. Et quand je suis rentré de ce voyage, parce que j'étais en France, en Italie, au Japon, ouais. J'ai eu envie de transmettre ce que j'avais appris. Et en fait, j'ai rencontré un illustrateur qui est devenu mon meilleur ami, avec qui on a fait un livre pour enfants chez Gallimard. Et en fait, c'est le livre pour enfants qui m'a mis le pied à l'étrier pour après devenir journaliste et écrire pour les adultes. Alors justement, ces livres pour adultes, c'est quoi? C'est des trucs interdits aux moins de 18 ans ou... Alors ouais, c'est souvent un peu touchy, mais là, mon dernier livre, c'est Nouvelles auberges. Ah ouais, très touchy. Super touchy. Voilà, c'est parfait pour des réunions cachées, puisqu'en fait, c'est sur des restaurants, le renouveau des restaurants en campagne. Pourquoi tu dis que les nouvelles auberges, j'ai lu un truc sur toi, tu dis c'est l'avenir de la gastronomie? Alors je souhaite que ça soit l'avenir de la gastronomie, c'est l'avenir mais c'est aussi le futur, c'est un peu comme l'agroforesterie, c'est pas des gens qui ont inventé des choses, c'est juste c'est souvent des jeunes qui se sont installés dans des coins très reculés, qui sont loin des gares, qui sont loin des grands axes routiers et qui ont décidé de faire une cuisine abordable, fait en circuit court, donc en parlant avec les producteurs qui sont autour d'eux. Et donc il est là, le livre existe vraiment, hein?
Voilà. Il y a beaucoup d'auberges là, hein. Il y a beaucoup de pages. Il y en a 8. On a dû faire une sélection parce qu'en fait on a lancé le livre au moment où, du confinement, du premier confinement. Ouais. Donc au début moi je voulais faire un guide, j'étais ambitieux. Et on en a sélectionné 8 un peu partout. Il y en a une près d'ici qui s'appelle l'Auberge Sauvage, qui est un endroit fantastique, qui a été monté par un couple qui a monté ça dardard, vaille en plein pendant le premier confinement, sur la route de Mont-Saint-Michel. Et ça a été une expérience formidable parce qu'à mon sens, le restaurant doit être un voyage qui ne s'arrête pas à la cuisine. Ouais. Je pense que c'est pareil quand on va au manoir de Lys. On ne fait pas que manger, il y a tout un environnement, il y a des producteurs. Ouais, en fait, on essaye de raconter une histoire. Et puis, auberge, il y a aubergiste. Et ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Une espèce de relais comme ça sur la route. Parce que oui, on est avant tout des aubergistes. Et voilà, c'est de faire plaisir aux gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, ce que tu viens de parler, les circuits courts et tout ça, c'est un peu comme la forestation de tout à l'heure. Ça existe depuis longtemps. Oui, il y a un paquet de monde qui le fait déjà et qui en fait, c'est pas une nouveauté, quoi. Je veux dire, voilà. Il y a eu quand même, si je peux me permettre, moi on me demande souvent comment j'ai eu l'idée de faire ce livre, et la réponse est assez simple. Je suis journaliste, je passe beaucoup de temps sur les routes en France. Dans des endroits qui sont parfois éloignés, comme je disais tout à l'heure. Tu es un vrai journaliste, tu vas au contact. J'espère. Ouais, tu n'es pas uniquement à Paris. Non, je suis surtout pas à Paris, c'est pour ça que je fais ce boulot. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais souvent des difficultés à bien manger quand j'étais à la campagne. Parce que quand on est dans des endroits qui sont éloignés, il faut soit connaître, et il n'y a pas beaucoup de sources d'informations, soit faut être aiguillonné par quelqu'un. Mais j'avais dit ça à la radio pour quand on avait fait la promo du livre, j'avais dit que j'avais du mal à bien manger à la campagne. On m'avait dit « Oh là là, Victor, tu peux pas dire ça, les Français sont formidables et tout, la restauration, machin ». Mais c'est pas vrai, enfin je veux dire que si on voit l'état de la restauration, de la gastronomie, les bonnes tables existent, elles ont toujours existé, mais le sens de l'accueil, le sens du produit, etc., heureusement qu'il y a des chefs qui le défendent, il y en a de plus en plus, mais il y a quelque chose à défendre. Il y a beaucoup de tables d'hôtes, beaucoup de chambres d'hôtes, beaucoup d'auberges quand même qui émergent, et puis bah, toi tu fais pas que restaurant, tu fais hôtel. Oui, c'est pour bien pas sûr. Que les gens reprennent la route. Ouais, mais en fait, c'est vrai que je te rejoins dans le fait que aujourd'hui, forcément, si on arrive à Bagnoles-de-l'Orne, on va avoir besoin d'être aiguillé. Hein. Dans l'Orne, il y a plusieurs belles tables, ce qui est le cas dans tous les départements français. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être aiguillé. Et c'est vrai que le guide des auberges, ce serait une bonne idée aussi. Alors bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a matière de décoter des endroits hyper originaux comme ceux que je viens de voir. Ce qui me fait plaisir, c'est que depuis qu'on a sorti ce livre, je reçois justement sur les réseaux sociaux plein de messages de jeunes qui disent « Ah là, voilà, moi j'ouvre ce truc en Sologne, dans le Livradois, dans l'Aubrac ». Et je pense qu'il se passe quelque chose. C'est pas quelque chose qui a disparu, mais c'est aussi des projets plus modestes, pas forcément qui visent l'étoile, qui essaient de faire des menus uniques, des menus ouvriers, de se rendre abordables, créer aussi un lien avec les locaux. Et moi, ça me remplit d'espoir. Je crois que ce concept de dîner d'or est très à la mode maintenant aussi. Il y en a beaucoup de chefs qui vont dans les terroirs françaises, qui sont accueillis par une auberge ou un autre restaurant qui utilise les produits de terroir. Mais comment, en termes c'est quand même une business assez saisonnale. Pour des auberges, comment vous pouvez tenir autant des années avec une ferme ou avec un restaurant, une auberge, en dehors de la saison? Je vous entends que vous avez beaucoup de projets ici là-bas, mais ça doit être énormément dur à entretenir. Aussi, tous les trois autour de la table, on fait quand même parler de nous par nos produits et on se fait connaître. Et puis, on n'existe pas depuis 5 ans. Hein. C'est un travail pour nous trois de 25-30 années. Et au bout de ce temps, c'est vrai que c'est long, mais en fait, nos maisons évoluent toujours.
et elle progresse tout le temps et on a de plus en plus de clients. Aujourd'hui, c'est il y a pas mal d'endroits où c'est compliqué. Nous, ça se passe plutôt bien. Alors, la saisonnalité, c'est une réalité. Il faut en tenir compte dans ce qu'on fait, bien entendu, mais il y a des choses qui sont aussi à promouvoir. Là, moi, je ne croyais pas du tout Il y a une voie verte qui passe ici et qui traverse aujourd'hui tout le bocage. J'y croyais pas du tout. C'est une ancienne ligne, une ancienne voie ferrée. Personne ne pensait qu'il y aurait autant de monde à être dessus. Et pendant que tu parles, il y a les vaches qui parlent en même temps que toi. Vous êtes super synchro. Ouais, alors ça, je vais régler ça parce que ça va pas du tout. D'habitude, elle m'écoute. Et donc, bien sûr, il y a une saisonnalité. Il faut en tenir compte dans son activité. Mais aussi, ça se travaille. Aussi, on peut rendre notre région plus attractive à des moments un peu creux, quoi. Mais sans faire du pub, sans avoir les réseaux sociaux, sans les livres comme ça, c'est difficile de... Mais après, il faut trouver des idées. Il faut trouver des idées qui vont... Par exemple, si on prend les saisonnalités de bagnoles pour un hôtelier restaurateur... Bagnole de l'Orne. Bagnole de l'Orne, pardon. Comment c'était quand même, comme tu viens de le dire, très saison. Bon, allez, en gros, Pâques, la Toussaint, et encore, je suis un peu large. Et après, les hôtels fermés. Ça, c'était l'histoire. Après, on a trouvé par exemple, moi, avec le champignon, j'ai rajouté un mois de plus parce que j'ai emmené les clients forêt, j'ai amené une thématique comme ça. Après j'ai fait des dîners sur le vin, sur les poirées, sur... C'est ça, tu as développé plein de trucs. Voilà. Aujourd'hui, autant d'un business qu'une restaurant, une ferme. Au-delà du business, il y a aussi une nouvelle donne auquel de plus en plus de consommateurs sont... Je dis une nouvelle donne, mais en fait juste une donne. C'est que vous personnifiez aussi votre travail. De plus en plus de consommateurs sont attentifs au fait qu'il y ait quelqu'un derrière le produit. Qu'il y ait une famille, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une volonté de faire avec telle poire, avec telle vache. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait que les saisons ont tendance au moins à se rallonger. C'est qu'il y a, je ne vais pas parler d'un rapport d'amitié, mais il y a un rapport de confiance en tout cas avec les producteurs, avec les hôteliers, qui fait que on va voir Jérôme, on va au Manoir de Lys, et parce que aussi on adhère à une démarche générale, à une philosophie. On va refaire un petit détour par le camembert parce qu'on a oublié de parler d'un ustensile exceptionnel. Ouais. Et pourtant très simple, et pourtant très complexe. Elle doit avoir au moins mon âge, et donc on n'arrive plus à en trouver des comme ça. C'est-à-dire, parce qu'en fait, le lait, quand je parle des conditions de production d'ici, le lait est tellement efficace. Parce qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle louche. Il faut adapter au lait. Parce qu'en fait, c'est la quantité de lait qui va faire... il faut 5 louches pour faire un camembert. Donc, celle-ci a été réparée plusieurs fois. On me l'a offerte. Voilà, elle m'a rien coûté et je n'arrive pas à trouver celle qui va lui succéder. Il n'y a pas un ferronnier qui est capable de te faire une louche comme ça? Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Ça fait 2 ans que je m'inquiète de sa survie. Elle a déjà été réparée plusieurs fois. Et avec la qualité du lait qu'on a, c'est-à-dire que le fait que de moyenne, on mette seulement 1,9 litre pour faire un camembert de 300 grammes. On sent qu'elle a bien été réparée là. Oui, elle a été réparée plusieurs fois. Et en fait, aujourd'hui, elles sont toujours beaucoup plus grandes. Elles font au moins 50 centilitres de plus. Et pour nous, on ne sait pas faire. 5 louches avec 50 centilitres de plus, on ne sait pas faire. Et donc, c'est avec celle-là que tu fais tes 900 camemberts par jour? Voilà, c'est ça. Et on en a une, on va dire, de remplacement. Alors, je vais te la remettre religieusement parce que je ne voudrais pas casser ton business. Personne ne l'utilise parce qu'elle est toujours dans l'endroit où, voilà, si celle-là vraiment lui arrivait quelque chose, on finirait la journée quand même avec l'autre. Mais plusieurs fois, j'ai été la dépanner parce qu'elle sert tous les matins. La dépanner pour le lendemain matin. J'ai fait le gars qui est capable de souder inox l'après-midi pour que ça retourne dans la main. Jérôme, toi, tu as un ustensile un peu fétiche, stratégique, indispensable? Mes mains. Ouais. Déjà pour ramasser les fruits. Ensuite, le process de fabrication. Alors au début, j'avais effectivement le pressoir à paquet avec les toiles, les clayons. On s'est quand même modernisé pour faciliter pour enlever un peu de pénibilité dans le travail. Mais voilà, c'est vrai que des fois, on est un peu nostalgique sur ces outils qui étaient là déjà quand je suis arrivé dans la ferme. Mais après, avec le moderne, des fois, ça
ça facilite le boulot et ça fait aussi de très bons produits. Ce que j'aime quand même autour de la poire, c'est rester très manuel. Quand c'est la taille pour l'hiver au niveau des arbres, c'est la terre, c'est les tanins, c'est tout ça. Et en fait, c'est au toucher qu'on a beaucoup de sensations aussi dans ce métier. Il y a les odeurs, il y a tout ça, quoi. Toi, Orly, c'est quoi ton ustensile préféré? Alors, l'ustensile qui a sauvé ma vie, c'est le batteur électrique parce que je fais environ 200 cookies par semaine et de mixer cette pâte, avant je faisais à la main. Et mon mixeur que j'ai ouvert le restaurant avec était trop petite pour faire des grosses quantités comme ça. Alors que maintenant c'est le mixeur, le batteur électrique qui sauve ma vie. Mais j'ai une passion aussi pour une Vitamix, le Mac Daddy de ça. C'est un blender extraordinaire qui peut chauffer le légume et faire un bouillon sans le cuire. Ça peut mixer tout dans une fine pulpe magnifique. C'est vraiment un ustensile extraordinaire. Chef, toi, tu as plein d'ustensiles, mais tu en as un en particulier? Ouais, il y en a un qui met à cœur, c'est le couteau à champignons. Ah ouais, avec une lame très particulièrement arrondie. Bon, les champignons, qu'on garde le pied ou pas le pied, le problème n'est pas là. Le mieux, c'est de l'éplucher dans la forêt et de le ramener propre en le mettant dans son panier. Donc c'est pour ça qu'on a une lame pour l'éplucher sur place et laisser toutes les parties terreuses. Après, on peut fignoler avec la brosse et puis après, on le met dans le... Voilà. C'est à ça que sert un couteau à champignons. Alors celui-là, il date un petit peu. Ouais, c'est voilà. Voilà. Donc après, il y a des plus nouveaux là. Voilà, c'est ceux-là que par exemple je vais pouvoir t'offrir. Il faudra me donner une petite pièce. Il est magnifique. Non, mais on va pas te donner une petite pièce. On va venir dîner chez toi surtout. Sinon ça porte malheur. C'est génial. Ouais. Ah d'accord. Ah, il faut donner une petite pièce. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur ou ça ne porte pas malheur? Ça porte pas malheur. Ok. Toi, Victor, à part la plume? Moi, j'avais dit la même chose, le couteau à champignons. Mais je pensais que c'était vraiment le gadget. Je l'avais vraiment jamais utilisé. Il y a 5 ans, je me suis rendu compte de l'utilité de ce pinceau en fait pour les nettoyer quand les champignons, surtout quand il fait sec, les feuilles collent aux champignons. Donc c'est très pratique d'avoir ce pinceau pour pouvoir les nettoyer. Voilà. Est-ce que tu as des coups de cœur, des petites adresses? On aime bien partager comme ça des recos dans l'émission pour les faire connaître sur nos comptes Instagram et nos réseaux sociaux. De restaurants? Des coups de cœur en particulier, des choses que tu as envie de recommander. Moi j'avais dit Jérôme Forget là, qui est présent, donc c'était mon coup de cœur. Mais c'est vrai que près d'ici, il y a ou tu l'as payé en caisse? Je fais tout pour essayer de récupérer les bouteilles pas ouvertes à la fin de l'émission. Mais près d'ici, il y a l'Auberge Sauvage, qui est un endroit absolument formidable, près du Mont-Saint-Michel, qui est dans le livre Nouvelles Auberges. C'est qui le chef? Le chef, c'est Thomas Benadi, okay. Un jeune chef autodidacte qui a d'ailleurs ton poiré. Autodidacte, ça veut dire c'est lui qui fait vraiment la cuisine? Ça veut dire que c'est lui qui a surtout appris à le faire tout seul sans passer vraiment par une école. Donc c'est une cuisine assez instinctive, je ne sais pas comment la définir autrement. Il va chercher lui-même, il cueille lui-même, il ramasse lui-même ses coquillages sur la plage à côté. Et c'est un endroit vraiment hors du monde. Et c'est un vrai refuge gourmand. Avant qu'on continue les petits coups de cœur, qu'est-ce que tu nous sers là? Voilà, je vais vous servir des petites morilles. Des petites morilles. Alors il paraît qu'il faut bien les faire cuire, sinon on s'empoisonne. Absolument, ouais. Elles sont bien cuites? Un petit peu, on les a cuites un petit peu. J'avais oublié d'éteindre la cocotte. Et dis-moi, tes petits coups de cœur, c'est quoi? Mes petits coups de cœur, ils sont tout autour de moi en ce moment parce que je bouge pas beaucoup de mon quartier, mon restaurant. Marguerite de Rochechouart. La rue Marguerite de Rochechouart. Mais j'ai une bar qui est juste en face de chez moi, rue Condorcet, qui s'appelle Shinjuku. Et j'y vais plusieurs fois par semaine. Ouais. Ils ont plein de petits plats. L'accueil est très sympa. C'est décoré avec plein d'affiches de films. Il y a une grosse néon. C'est vraiment très sympathique. C'est un brasserie du quartier, mais style japonais. Et ils ont un petit chat dedans. Et ça rend l'expérience encore meilleure pour moi. Sinon, en Normandie, on a 2 ponts connus.
le pont de Normandie et le pont Lévesque. Ah oui, alors ça c'est un collègue qui fonctionne, voilà, donc c'est la ferme de l'Oraille. Ouais. Donc on travaille avec eux et c'est un vrai plaisir. Donc j'aime pas bien le pont Lévesque habituellement, mais celui-là en fait, celui-là il est fait vraiment, tout simplement. Jérôme, toi tes petites recos, ce serait quoi? Alors le champ secret. Moi, c'est mon fromage du dimanche à l'épicerie. Ça tombe bien, on n'en avait pas parlé. L'épicerie de COC, le champ secret. Tu peux en manger tous les jours, hein, je t'assure, c'est pas un produit de luxe. Je sais bien, mais voilà. Et puis, ce qui est assez marrant pour la petite histoire, c'est que j'ai des copains belges, là, quand ils passent dans le coin, c'est est-ce que tu peux nous en trouver une quarantaine? Bon, donc, sinon, voilà, j'aurais pas mal de coups de cœur. Après, les derniers, c'est par exemple avec j'avais eu un coup de fil de Prune qui est sommelière chez Robert à Paris. Et j'ai eu l'occasion d'aller là-bas. Et c'est vrai que ça m'a un peu bouleversé aussi de voir mes bouteilles dans des établissements qui sont quand même à ses côtés. Là-bas. Et puis j'ai aussi mon ami Jérôme Gorgneux, Calcis New York, avec qui on travaille depuis pas mal d'années. Donc voilà, moi c'est un peu ce qui me revient tout de suite à l'esprit comme ça. Et c'est vrai qu'on a été très longtemps à la recherche d'identité avec le Poiré parce que on ne savait pas trop comment le positionner. Alors on était assez frustrés à une époque par le dépôt, par toutes ces choses-là, et on s'aperçoit que maintenant, on n'en fait plus un stress parce que quand il y a un peu de dépôt dans le fond de la bouteille, pour moi, c'est aussi un signe d'un produit qui n'est pas trop filtré, qui n'a pas eu de gélatine. On travaille avec les levures indigènes. Enfin, c'est très compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos poirées, il n'y a aucun gaz. C'est no gaz. Pas de gaz, voilà, pas de pesticides. Voilà, c'est ça, parce que en fait, tous les vergers traditionnels ne subissent aucun traitement. Moi, à chaque fois que je travaille, j'essaie d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. C'est-à-dire que le rêve, ce serait d'enrichir la terre, l'enrichir, de l'ennoblir. Par contre, je suis allé à l'école pour la massacrer. J'ai appris à la massacrer. Et donc, et on est revenu à de la protection. Par exemple, ce qui compte, c'est d'être capable d'être écolo et de faire du business. Et très souvent, c'est lié. Mon grand-père disait il faut produire, mais il faut que ça coûte rien. Eh bien, quand on produit et que ça coûte rien, quand on produit bien et que ça coûte rien, on pollue pas. C'est clair. Parce que c'est ce qu'on achète qui pollue. C'est quoi le petit geste éco-responsable d'un journaliste gastronomique? Je réfléchissais, mais en fait, je ne crois pas que ça soit mon activité de journaliste. Enfin, évidemment, on essaie de mettre en valeur le travail de producteurs qui font bien, mais je pense que peut-être la cueillette des champignons. Moi, j'ai 2 enfants, je les emmène aux champignons avec moi, et je crois que la cueillette des champignons, elle a cette vertu cardinale de faire aimer la nature. On est obligé, pour trouver des champignons, de sortir des sentiers battus, on est obligé de se perdre un peu, on est obligé d'avoir un petit peu confiance dans ses sens. Il faut sentir, il faut toucher, il faut ouvrir des livres. Reprendre le contact. Voilà, et je crois que quand on aime la nature, comme quand on aime bien manger, on est forcément un petit peu écolo parce qu'on a envie d'avoir des camemberts qui ont du goût, on a envie de trouver ses propres champignons, et je crois que c'est un peu cucul à praline, j'en suis désolé, mais s'émerveiller de la nature, je pense que c'est un bon premier geste écolo. Quand tu vas en soirée et que tu es invité chez des potes, tu ramènes quoi? À part des bougies et des fleurs. Moi, j'ai un peu ma réputation d'être un ayatollah maintenant, donc c'est vrai que c'est ce que j'aime, c'est mon boulot. Par exemple, pour le vin, c'est difficile pour moi. J'ai conscience de passer pour le bobo de service, mais je peux plus boire un vin sulfité ou plein de... J'y arrive plus, ça me fait mal à la tête tout de suite. Moi, j'aime boire beaucoup, j'aime bien m'amuser. Et c'est vrai qu'on a une chance formidable dans ce pays d'avoir des gens qui se décarcassent physiquement, mentalement, pour faire des bons produits. C'est une source d'excitation quotidienne. Franck, tu ramènes quoi, toi, chez les potes? Moi, chez les copains, je vais forcément, pourquoi pas, amener du fromage. Je vais amener... alors, c'est vrai que moi, j'amène carrément des champignons. Généralement, quand j'arrive avec des copains, avec des beaux champignons ou autres, personne ne va faire la tête. Voilà. Patrick, toi, tu peux pas ramener que du camembert tout le temps?
Moi, j'ose offrir des choses que j'ai choisies et qui me font plaisir. Tant pis. Et si j'ai... Voilà, j'ose offrir des fois du camembert. Ce qui était... si je prends il y a 20 ans, jamais j'aurais fait ça. C'est quelque chose que j'ai fait du mieux que j'ai pu, donc je peux l'offrir. Toi, Jérôme? Eh ben moi en fait c'est assez simple, c'est que disons que je commence à avoir une très belle cave de cidre parce que j'ai pas mal de copains dans le cidre. Alors j'ai vu qu'il y avait des cidres qui étaient millésimés. Complètement, ouais. D'ailleurs comme les poirées, okay. Les poirées le sont également. Mais maintenant je me fais un petit plaisir, oui, comme j'ai des bouteilles de cidre à gogo, quand je vais à une soirée, j'amène une bouteille des copains, quoi. Et toi Orly? Gâteau à l'orange avec une glaçage crème de pistache. Parfait. Juste après le camembert, ça on a de quoi faire une bonne soirée ensemble. Hein. On va continuer à déguster un petit peu tout ça puisqu'il est l'heure de se quitter. Merci beaucoup d'être venu. Merci. À bientôt dans ton resto. Avec plaisir. On va repartir quand même avec 2-3 camemberts, hein. On te le dit d'avance. Ouais. Et puis les bouteilles, elles sont il y en a. Ouais, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous partager, nous noter avec les pouces, avec les étoiles. Si vous venez nous voir sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram, vous pouvez gagner plein de matériel une fois par mois, de cuisine, des ustensiles grâce à notre partenaire adoré Boulanger qu'on aime beaucoup. On se retrouve bientôt dans un nouveau lieu merveilleux avec des invités savoureux. À très bientôt sur Bande de Food.